Bienvenue, chers amis, dans ce premier épisode de Passé par Nantes, qui sera consacré à un premier cliché sur la ville de Nantes et son histoire. Ce cliché, qui est encore très fortement répandu, c'est Nantes a toujours été la capitale historique de la Bretagne. Alors, je rassure tout de suite nos amis militants bretons, il n'est pas question de dire que Nantes n'a pas été en Bretagne, mais de tordre le cou à une idée reçue. Pour commencer, quelques repères chronologiques et géographiques. Nantes est une fondation du 1er siècle de notre ère, située au fin fond de l'estuaire de la Loire, au confluent de la Loire et de l'Erdre. Elle est avant tout une ville franque à ses débuts et elle est rapidement conquise en 851 par les Bretons qui mettent la main sur une vaste zone allant de Redon jusqu'à la Loire qu'on appellera les Marches de Bretagne, une sorte de zone tampon entre la Bretagne et le royaume de Francie, qui est aux mains de Charles le Chauve, roi des Francs, qui se bat bec et ongle contre de joyeux drilles, qui sont les Vikings, qui remontent les fleuves. Pour poursuivre, finalement, le pays nantais est intégré à la Bretagne définitivement sous les Plantagenets, même si on a fait de Barbetorte un père fondateur de l'Union bretonne qui se serait installé à Nantes. Bien. Par la suite, la ville de Nantes sera un peu mieux intégrée dans le royaume de Bretagne et prendra toute son importance, surtout à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à l'édit d'Union en 1532, qui fait que la Bretagne s'unit au royaume de France. Elle est alors pleinement intégrée, assimilée. Le pays nantais ne sortira finalement de l'ensemble breton qu'à la Révolution française. Alors, rien que cette phrase va faire prendre feu à quelques militants, mais c'est bel et bien la vérité. À partir de la Révolution française, les provinces disparaissent. Il n'y a alors plus que des départements en train d'être construits. Donc, l'idée que Nantes fut la capitale de la Bretagne à partir de Barbetorte naît au XIXe siècle, comme beaucoup de légendes sur la Bretagne d'ailleurs, sous la plume de l'historien Arthur Lemoine de la Borderie, qui écrit une énorme histoire de la Bretagne en 6 volumes, qui fera longtemps autorité. C'est une sorte de Jules Michelet breton, c'est-à-dire qu'il écrit une histoire passablement romancée. De la Borderie est un monarchiste catholique. Il écrit cette histoire dans un contexte d'antagonisme entre les contre-révolutionnaires et les partisans de la République. Il va donc grossir le trait des héros bretons. Et en réalité, quand on se consacre aux sources comme la Chronique de Nantes, qui est l'un des principaux documents sur l'époque, elle nous livre une toute autre version, un peu moins hollywoodienne. En effet, elle nous présente surtout un autre personnage qui s'appelle, de son joli prénom, Foulque d'Anjou, qui s'avérera être le beau-père de Barbetorte, qui lui en revanche a consacré toute sa vie à la lutte contre ces Vikings, mais qui malheureusement a été complètement occulté par le roman breton. Donc, au-delà de ce récit, se pose la question de qu'est-ce qu'une capitale au Moyen-Âge. Il faut savoir qu'au siècle autour de l'an 1000, ce qui fait une ville capitale peut varier. De manière générale, elle se situe où se trouve le souverain et sa cour. Les souverains, les princes français, bretons, sont pour la plupart itinérants. Ils possèdent d'ailleurs des dizaines de châteaux, les ducs de Bretagne
en possède au moins une vingtaine, et de bien plus cossu que celui qui existe alors à Nantes, hein, puisque, petit aparté, le château actuel n'est pas le premier. Le premier château érigé à Nantes est le château du Bouffay, ou château Comtal, qui, vous l'aurez deviné, était sur la place du Bouffay. Et le second château sera celui érigé au XIIIe siècle, nommé le château de la Tourneuve, et qui sera démoli en 1463 par François II, duc de Bretagne, pour construire le château que l'on connaît aujourd'hui. Donc il serait bien hasardeux d'ailleurs de parler d'État breton à cette époque, hein, puisque c'est une réalité qui n'aura cours qu'à la fin du Moyen-Âge, tout du moins à partir du XIIIe siècle. Donc le pouvoir de Barbetorte était assez lâche d'ailleurs, assez lâche pour voir la naissance de seigneuries comme celle de Chateaubriand, qui naît, j'ai envie de dire, au nez à la barbe de Barbetorte. Mais surtout, le duché était décentralisé. On l'a vu au Moyen-Âge, les administrations, entre guillemets, comme les États ou le Parlement, sont itinérants et suivent le duc et sa cour. Alors, les ducs, néanmoins, ont pu s'installer à Nantes, notamment au château Comtal, mais ont fréquenté manifestement très rarement la vieille forteresse de la Tourneuve. Les sources nous racontent qu'ils ont profité plus volontiers du golfe du Morbihan, et on peut tout à fait les comprendre, en s'installant notamment au château de Sucigno, à Sarzeau, ou bien encore au château de la Motte et de l'Hermine à Vannes. Autre exemple de décentralisation, les premiers états généraux, par exemple, ont lieu à Dinan. Voilà, preuve que finalement la politique se fait là où se trouve le prince. Les ducs rendaient aussi volontiers justice à Vannes, qui semblait avoir été une sorte de capitale administrative, tandis que Rennes, elle, occupait un rôle plus symbolique et surtout une position beaucoup plus militaire. Nantes, quant à elle, outre son statut de ville principale au niveau de sa population et de son économie, accueilla quand même quelques administrations bretonnes, comme la seconde cour du Parlement. Mais cela reste tout à fait anecdotique par rapport aux autres villes. Et surtout, quelques ducs ont choisi Nantes pour s'y faire enterrer, signe quand même qu'elle avait une certaine importance dans le duché, importance qu'elle prendra surtout à la fin du Moyen-Âge. Alors, néanmoins, il faut garder à l'esprit que la capitale politique restera à Rennes, et pour trois raisons. La première, c'est une raison d'organisation, hein. Rennes est dans une position beaucoup plus centrale que Nantes. La seconde raison est militaire, puisque Rennes accueille la principale capitainerie bretonne, c'est-à-dire le gros des troupes. Enfin, il y a une raison symbolique, hein, tout simplement, parce que Rennes était le lieu où les ducs se faisaient couronner. Je vous joins d'ailleurs quelques sources en description qui désignent bien Rennes comme capitale politique de la Bretagne. Alors, néanmoins, pour apporter une petite nuance et ne pas me mettre à dos tous les militants bretons tout de suite sur le premier épisode, François II eut bien l'intention de faire de Nantes sa capitale. Pour plusieurs raisons. Déjà, il mène une politique d'indépendance vis-à-vis de la France et de l'Angleterre, qui lorgne sur ses territoires. Et il souhaite aussi se rapprocher du Val-de-Loire, des Angevins, afin de tisser encore de plus grands liens, puisqu'il y avait déjà de forts liens avec l'Anjou et le duché breton.
Pour ce faire, il fait rapatrier un certain nombre d'administrations à Nantes. Il imite d'ailleurs ses voisins anglais et français à la même époque, puisque par exemple, il fait créer à Nantes une université bretonne. Mais surtout, sa plus grande tâche sera de se doter d'un monumental palais pour montrer toute la puissance bretonne et en mettre plein la vue à ses voisins, évidemment. Et c'est pour ce faire que, en 1463, il fait raser la forteresse de la Tourneuve et entreprend les travaux du château que l'on connaît aujourd'hui. Vous l'aurez compris, chers amis, si Nantes a été une ville de première importance pour le duché breton, notamment à la fin du Moyen-Âge, elle n'a jamais eu le statut de capitale, ni au sens moderne d'un lieu qui concentrerait une administration centrale ou d'un gouvernement, ni au sens médiéval et plus symbolique d'un lieu de résidence plus ou moins permanent ou d'un lieu d'attribut du pouvoir comme une cour permanente ou bien encore le couronnement du souverain. Néanmoins, précisons que plusieurs des ducs ont pu affectionner, vouloir s'enterrer à Nantes. Cependant, c'est bien Rennes qui occupera ce rôle de capitale politique, un rôle qu'elle défendra tout au long des siècles et qu'elle défend encore de nos jours. Le plus parlant des symboles que vous trouverez à Rennes reste son magnifique parlement en fonction jusqu'à la Révolution française. Si vous passez par Nantes, n'hésitez pas à aller mettre quelques images sur ces vieilles histoires, en allant par exemple rue du Pré-Nignan, où se situerait une plaque commémorative du lieu supposé où Barbe-Torte aurait repoussé les Vikings. Vous ne manquerez pas non plus le château de Nantes, le château de François, que je n'appelle pas château des Ducs de Bretagne, pour des raisons que vous connaîtrez prochainement sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil au musée, où vous trouverez pas mal de reconstitutions de la Nantes médiévale et des différents bâtiments évoqués dans cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur la page Facebook, à la suivre pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne. Vous aurez aussi quelques-uns de mes textes sur le passé de Nantes et puis quelques touches de mon humour tout à fait douteux. Je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt. Bye les gens.